Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 10, c'est quand même cool parce que c'est une petite étape comme ça qui est sympa à atteindre et je compte pas m'arrêter là. Et aujourd'hui, on va lancer quelque chose un petit peu nouveau, un format que j'avais en tête depuis le départ, que je n'avais pas encore vraiment eu le courage de commencer et de lancer, mais ça va être un format un petit peu plus storytelling, un petit peu plus je te raconte une histoire, et plutôt je te raconte mon histoire, je te raconte des expériences, des choses qui me sont arrivées dans mon humble vie, et desquelles j'ai appris pas mal de choses. J'ai beaucoup appris de mes actions, de mes erreurs, et toutes ces choses les unes après les autres, les unes dans les autres, m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, et ce que j'en ai appris, j'ai envie de le partager, et ça va être le but de ces épisodes qui vont être axés sur un certain sujet spécifique, par-dessus lequel je vais illustrer le tout avec mon expérience, et arriver à un message de fin comme ça, un super message à retenir, ce que moi j'ai retenu en tout cas, et peut-être que ça peut t'intéresser et te servir, c'est le but. Et dans le premier épisode de ce petit format qui va être assez brut, le but c'est vraiment que je raconte une histoire, c'est pas que je lise un script, etc. Je parle de ce qui m'est arrivé, donc je devrais réussir à m'en sortir et à me souvenir de quoi parler et vraiment d'avoir une discussion. Donc, premier épisode, je vais parler de comment est-ce que j'ai commencé YouTube. Sauf que ce n'est pas vraiment de quoi je vais parler, parce que comment j'ai commencé YouTube, c'est qu'en fait, YouTube, pour commencer à faire des vidéos sur YouTube, ça a demandé des circonstances réelles et concrètes. Évidemment, n'importe qui ne peut pas à tout instant tout plaquer pour lancer une chaîne YouTube. Sauf que y a eu ces circonstances-là qui étaient réunies, ces circonstances physiques, mais il y avait des circonstances mentales qui étaient très importantes, et c'est sur celles-ci que je vais revenir, parce que tous ceux qui aujourd'hui pourraient se permettre de lancer quelque chose ne le font pas. Et moi je l'ai fait, et je crois savoir pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'avais la forte confiance d'ailleurs que si je le faisais, je pouvais y arriver. Aujourd'hui, j'estime y être arrivé, du coup je me sens crédible pour raconter comment j'ai fait, et puis je me dis que peut-être on peut en tirer quelque chose, parce que la confiance qui est née de oui, tiens, je vais me lancer là-dedans et je vais vraiment me lancer là-dedans, c'est pas né sur le moment, c'est quelque chose que j'avais à ce moment-là, qui est venu de ma vie, concrètement, avant de faire tout cela. Et donc je ne vais pas du tout parler de YouTube dans cet épisode, mais je vais parler de tout ce qui m'a servi et de ce que je crédite comme étant ce qui m'a donné la confiance en moi pour lancer ce projet qui peut sembler un petit peu fou quand même. Mais bon, ça on y reviendra dans un autre épisode. Le YouTube concret, il arrivera plus tard. Je vais essayer de suivre une certaine chronologie avec ces épisodes. Et donc, tant qu'à commencer par le début, on va commencer par le début rapidement, mais je vais pas trop m'attarder, mais il y a quand même toute une histoire que j'ai l'impression entre en compte là-dedans, si vraiment je suis honnête avec moi-même et que je me demande d'où tout ceci est né. Eh bien, je vais repartir de là où je suis né, moi. Je suis né en 1991, j'ai bientôt 30 ans d'ailleurs du coup, j'ai un grand frère, j'ai une petite sœur, je suis né en Suisse de mes deux parents qui se sont toujours très bien entendus, et ça j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une enfance plutôt cool, tu vois, j'étais un enfant plutôt jovial, joyeux, j'avais des amis, je courais dehors, on s'amusait bien, c'était très... Je garde un très bon souvenir de mon enfance, peut-être à contraste de mon adolescence, en fait. Si je garde un si bon souvenir de mon enfance, c'est peut-être parce que le souvenir de mon adolescence, purée, je ne le chéris pas dans mon cœur, très loin de là, mais je sais pas, peut-être que je devrais le chérir dans mon cœur, car c'est probablement grâce à lui que je suis qui je suis aujourd'hui, et je suis plutôt content de la situation aujourd'hui. Donc, je suis content que ça soit derrière moi l'adolescence, et si tu m'écoutes, tu te dis peut-être la même chose, peut-être que tu es en plein milieu, et crois-moi, du coup, si tu es en plein milieu de ton adolescence et que c'est pénible, il y a d'énormes chances que tu sois sur une pente ascendante et que tu montes de plus en plus et que tu en sortes et que tu en sois très fier. Donc, accroche-toi si c'est difficile, je sais ce que ça peut être, et je vais le raconter un petit peu également, parce que quand je suis entré dans l'adolescence, tout a foutu le camp, tu vois, toute ma confiance, tout ce qui était bien en enfance a disparu de mon point de vue
à l'adolescence. D'ailleurs, quand j'y pense maintenant, après coup, je me demande un petit peu pourquoi, parce que j'ai envie de dire, j'avais la confiance quand j'étais jeune, j'étais peut-être même celui qui sortait les idées des plus grosses bêtises, parce que j'étais vraiment un enfant j'ai fait beaucoup de bêtises, et même j'en ai parlé avec mes parents il y a pas longtemps, j'étais vraiment j'étais un sale gamin, on va pas se mentir, j'étais un sale gamin, j'allais fouiller dans les boîtes aux lettres, je me souviens, on prenait, c'était il y a longtemps, tu vois, il y avait pas internet, tout ça, enfin bref, tu commandais encore des choses qui arrivaient par la poste, et puis c'était le début, je me souviens qu'on allait fouiller dans les boîtes aux lettres des gens, qu'on prenait les shampoings et les trucs qu'on trouvait, puis qu'on les vidait par terre, qu'on en faisait n'importe quoi. On prenait les œufs qu'on avait trouvés dans les boîtes aux lettres, on allait les jeter sur les bâtiments et tout. Et pour la petite anecdote, maintenant que je parle de mon enfance et que c'est sûrement la seule fois que je vais le faire, ma plus grosse bêtise, peut-être la dernière, c'est qu'on avait été gribouillé sur une voiture avec des cailloux. Enfin, on l'avait fait à deux, et c'est possible que c'est moi qui ai initié un petit peu l'idée de tiens, ça peut être cool, on va dessiner sur une voiture avec des cailloux. C'est ce qu'on a fait, et je me souviens encore aujourd'hui de la raclée que j'ai pris, et puis de ma mère qui a dû discuter avec le propriétaire de la voiture, et ouais, et là je devais avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, voilà, autant j'étais tout fou, tout fier quand j'étais un enfant, mais adolescent c'était bizarre, parce que assez rapidement, tout s'est inversé. J'étais vraiment un adolescent extrêmement timide, extrêmement réservé, j'étais très très peu mature, très peu précoce. J'ai grandi très très tard, hein. Concrètement dans ma vie j'ai grandi extrêmement tard, et quand je dis grandi, physiquement pas tant que ça, j'ai grandi assez normalement physiquement, je fais 1m84 aujourd'hui, et j'ai dû le faire quand j'avais 17 ou 18 ans, je suppose, mais j'ai mûri très très tard, je n'ai pas expérimenté la vie comme d'autres adolescents que je vois aujourd'hui sur Instagram, tu vois. En tout cas, c'est l'image qui renvoie, et je me doute bien qu'il y a un très grand jeu d'images là-dedans, mais voilà, j'étais timide, j'étais réservé, j'avais de l'acné, j'avais beaucoup d'acné, et je pense que ça, clairement, c'est le truc qui te ruine, en fait, qui te ruine ta confiance en toi. Clairement, quand t'as le visage rempli de boutons pustulents comme ça, que tu sais pas quoi faire, tu sais même pas si tu dois les péter, tu sais même pas si tu dois te laver la tête, mettre de la crème, y a rien qui marche. Oh là là, bref, j'étais pas le roi de la récréation, hein. À ce moment-là, j'étais loin de là, c'était pas moi qui faisais la loi dans la cour de récré, hein, clairement. Le seul endroit dans ma vie où j'étais un petit peu le roi, je crois, c'était sur mes jeux vidéo, figure-toi. Parce que j'étais un énorme fan et fanat de jeux vidéo, hein, quand j'avais une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Je me souviens que j'ai reçu la première Game Boy, la première Nintendo Game Boy Pocket. Hein, c'était même pas le tout premier Game Boy, mais c'était le Game Boy Pocket, c'était la version slim comme ça, qui était extraordinaire, jouer à Diddy Kong et tout ça. Et ensuite il y a Pokémon qui a débarqué, oh là là, Pokémon, c'est toute ma vie, c'était toute ma vie, et je regarderai une relation extrêmement intense, parce que moi j'étais un pro Nintendo, j'ai eu toutes les consoles Nintendo jusqu'à la Nintendo DS, etc. Après je me suis calmé un petit peu, mais c'est pour poser un peu le contexte, parce que il y a aussi eu l'ordinateur qui a révolutionné ma vie, qui a révolutionné la vie de famille. On avait un ordinateur de famille, j'avais le droit à 1 heure par jour dessus, quand Internet s'est démocratisé un petit peu, et la règle de la maison, c'était 1 heure par jour. Le problème, c'est que ma mère, pour mon anniversaire, vu qu'elle savait que j'aimais bien les jeux vidéo, qu'est-ce qu'elle m'a offert ? Elle m'a offert World of Warcraft. Alors si tu connais pas World of Warcraft, c'est un MMORPG, c'est un immense monde ouvert dans lequel tu pars au niveau 1 et tu peux monter au niveau 60 et tu joues en direct avec des gens, il y a des quêtes à remplir, enfin c'est extrêmement addictif et génial, hein, je vais pas mentir, je me suis énormément amusé dessus. Et en plus, ma mère n'avait aucune idée de ce qu'elle achetait, d'autant plus qu'il faut payer un abonnement tous les mois pour jouer à ce jeu et qu'elle le savait même pas. Du coup, elle a acheté un truc qu'elle savait qu'elle devrait ensuite payer tous les mois. Et en plus, moi j'arrêtais pas d'essayer de tricher pour jouer de plus en plus, pour jouer plus qu'1 heure. Je me souviens même que je me levais la nuit pour aller jouer la nuit à la cave, l'ordinateur était à la cave dans la salle de jeu, et que je devais ensuite remonter les escaliers en faisant le moins de bruit possible pour pas que ça réveille mes parents et pour pas qu'ils sachent que je suis allé jouer à l'ordinateur. Ce qui fait que mes parents finissaient par fermer la porte de la salle de jeu à clé, etc. Enfin bref, tu vois, tous ces trucs qui me reviennent pendant que je te raconte, tu dois vraiment te dire, oh là là, il était vraiment perdu, il était vraiment abusé cet adolescent. Eh bah oui, c'était moi, effectivement, j'ai appris beaucoup de tout ça, mais tout ça pour dire que si je jouais autant aux jeux vidéo, c'était aussi pour m'évader de mon quotidien d'adolescent, pas très amusant, on va pas se mentir. C'était vraiment pas la période la plus fun de ma vie. En plus, voilà, la période d'école obligatoire, comme on l'appelle en Suisse, c'est-à-dire avant le lycée, c'était en plus la période où j'ai été le plus victime victime, c'est le cas de le dire, j'étais le plus victime de victimisation, tu vois, c'est un petit peu redondant, mais concrètement, je me faisais pas mal embêter, je me faisais pas mal emmerder, et ça m'affectait beaucoup, parce que bon, quand t'es un adolescent de 14 ans
15 ans et que t'as aucune confiance en toi et qu'en plus t'as l'impression d'être le mec le moins cool de ta classe, et ben voilà, autant dire que je me réjouissais beaucoup à la fin. Je me souviens, c'était une bouffée d'air frais pour moi de me dire que j'allais pouvoir partir au lycée, que j'allais pouvoir changer d'école, que j'allais pouvoir changer de classe aussi, et que j'allais pouvoir repartir à zéro, peut-être, en plus dans le monde des grands, tu vois, parce qu'à l'époque, quand tu vas au lycée, t'arrives chez les grands, c'est les grands, tu commences à avoir des copines, tu commences à avoir des motos, oh là là, c'est tellement de choses qui peuvent te changer la vie et te créer un statut social, là où tu n'en avais absolument pas avant, tu vois, c'était un petit peu ce que j'idéalisais. Alors je t'assure, j'ai pas débarqué en moto le premier jour avec ma meuf sur l'arrière à 16 ans, non, très très loin de là, c'est arrivé plus tard ça. C'est arrivé d'ailleurs, hein, voilà, je vais pas te spoiler le truc, mais j'ai eu une moto après, et puis j'ai déjà dû prendre ma copine qui est arrivée très tard dans ma vie derrière. Bref, c'est pas vraiment trop l'histoire. Ce qui est plutôt l'histoire, c'est que j'ai débarqué au lycée et que j'avais toujours pas confiance du tout en moi. J'étais toujours à fond dans les jeux vidéo et j'y suis resté avec mes quelques potes d'ailleurs qui étaient tout aussi geeks et confiants que moi. Hein, on avait notre petit groupe qui jouait aux jeux vidéo pendant les pauses le matin à 10h. On avait 20 minutes, on allait à la salle d'informatique tout en bas du lycée parce qu'on avait des ordi à dispo et on allait jouer à nos petits jeux, etc. Je me souviens. Très, très, très bon souvenir, hein, parce que très, très bon moment passé avec ses potes qui, du coup, tu vois, on était une communauté, tu vois. T'as envie d'être avec des gens qui sont comme toi, qui te comprennent un petit peu, même si vous êtes tous un petit peu au courant que vous seriez pas contre changer un petit peu les choses. Bref, voilà, j'ai passé pas mal de temps comme ça. Les filles à cette époque, hein, voilà, représentaient surtout des fantasmes inaccessibles pour moi plus qu'autre chose. Hein. Clairement, je me voyais absolument pas pouvoir aborder une fille ou encore moins être intéressant pour quelqu'un. Tu vois. Pendant que je jouais à Angry Birds en cours, derrière ma trousse, sur mon iPod machin, et que je rentrais le soir pour jouer à World of Warcraft et à la Nintendo chez moi, eh bien voilà, forcément que les filles n'avaient pas une place très très réelle dans tout ça. Elles avaient une place, hein, je te rassure, j'étais adolescent, et puis voilà, forcément, voilà, je te passe les détails, mais forcément, voilà, c'était délicat tout ça. À côté de tout ça, je vais quand même aborder un point qui est quand même important et qui s'est passé en parallèle, c'est que j'ai eu une enfance et une adolescence sportive, tu vois. Sportive, le sport, je fais du sport sur YouTube, etc. aussi, tu vois. C'est un petit peu de là aussi que tout cela a pu partir, notamment parce qu'il y avait une règle dans ma maison, il y avait une règle dans ma famille qui était surtout, obligatoire de par ma mère, et j'en suis très reconnaissant aujourd'hui, qui était que on était tous obligés, mes frères et sœurs et moi, de faire du sport. Alors, si le sport qu'on faisait nous plaisait pas, il n'y avait aucun problème, on pouvait arrêter comme ça, sans problème, on pouvait arrêter du jour au lendemain notre sport si ça nous plaisait pas, mais on était obligé de choisir autre chose. Et donc, toute mon enfance, j'ai fait du sport, tout le temps, j'étais dans un club, dans un machin, et je remercie ma mère qui nous amenait, qui nous raccompagnait, c'est vraiment, c'était très bien, une très très bonne chose, je compte faire pareil plus tard si j'ai des enfants, et du coup j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du foot pendant 1 an, j'ai pas du tout aimé, je suis pas très doué de mes pieds, et ça me plaît pas, c'est peut-être pour ça que je me mets beaucoup sur les mains en ce moment, depuis. J'ai fait du foot, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo pendant 2 ans, je me suis arrêté à la ceinture orange parce que ça me plaisait pas du tout. Et ensuite j'ai commencé le hockey, le uni-hockey, c'est-à-dire du hockey en salle, donc tu cours dans une salle et puis c'est un peu comme le hockey sur gazon mais c'est en salle. Ça j'en ai fait 3-4 ans, on a même fait des compétitions et là j'ai commencé à prendre un petit peu la confiance quand même parce que je me souviens, j'ai été capitaine de mon équipe pendant genre 6 mois, j'étais tellement fier. D'ailleurs c'est ça les coupes que j'ai encore et qu'on peut voir d'ailleurs dans mes premières vidéos dans le fond et puis parfois sur mon piano, etc. C'est ces vieilles coupes de uni-hockey que j'ai gardées parce que vu que j'étais capitaine, j'ai le droit de les garder. Donc quand même, tu vois, j'avais quand même... je suis très content d'avoir été obligé de faire du sport parce que ça me plaisait beaucoup, c'était pas une obligation. Et pour en arriver au fait qu'à 17 ans, j'ai arrêté le uni-hockey parce que je suis devenu trop âgé. Et qui dit trop âgé, j'ai changé de catégorie d'âge et j'ai dû aller avec les vieux. Et les vieux, c'était ceux qui avaient 17-18 ans. Sauf que là, on était arrivé à l'âge de ceux qui ont 17-18 ans. Et pour eux, c'était bien plus intéressant d'aller boire des bières à la fin de l'entraînement plutôt que de s'entraîner correctement et être compétitif au niveau national comme je l'étais avec mon autre équipe. Donc ça m'a très vite saoulé. Saoulé, pas littéralement, parce que j'étais pas trop dans ce délire, moi. Et à 17 ans, j'ai arrêté pour commencer la musculation, bien sûr.
Pourquoi la musculation? Pourquoi? Parce que j'avais 17 ans, parce que je voulais me plaire à moi et aux autres, parce que j'idéalisais aussi une certaine revanche sur mon adolescence. Je me disais, tout ça, tout fait du sens en fait. Aller en salle de muscu, c'est ce qui fait du sens. Les mecs qui vont à la salle de muscu, ils ont des muscles. Les filles, elles aiment bien les muscles. Moi, j'aime bien les filles. Du coup, je me suis dit, il y a un petit truc à faire, tu vois. Je me dis, il y a peut-être un truc autoréalisateur là-dedans, peut-être que ça peut marcher. Et je me souviens, quand je parle de revanche sur mon adolescence, je me souviens d'un truc qui m'a frappé. Je m'en souviens très peu, mais je sais que ça m'a clairement influencé. Je me souviens d'avoir entendu à la télévision une fois, je sais plus, peut-être que c'était dans Koh-Lanta, c'était un participant de Koh-Lanta, je crois, mais c'était peut-être une autre télé-réalité ou un autre truc que je regardais à 17 ans, d'un profil, du coup c'était le profil du mec de Koh-Lanta, qui était BG aujourd'hui, qui était BG, qui avait des muscles, etc., et qui racontait qu'il avait eu une adolescence dégueu, où c'était du coup une victime, où ensuite il a décidé de prendre la revanche sur tous ces mecs qui l'ont victimisé et qu'il est allé à la muscu, et que là en plus maintenant tu vois c'était le mec effectivement BG, musclé, populaire, en plus il est à la télévision, le mec il fait Koh-Lanta, tu vois, et moi Koh-Lanta c'est j'ai beaucoup regardé, enfin j'ai tout regardé, je regarde depuis que je suis petit et j'ai encore regardé ça il y a 3 jours, hein. Il y a 3 jours d'avoir enregistré cet épisode là, j'ai toujours rêvé de participer mais là ça va devenir compliqué je sens avec YouTube, mais c'est pas la question, c'est surtout que j'étais très influencé par ça et je me suis dit waouh mais c'est fou, ce mec je l'idolâtre parce qu'il a l'air d'avoir réussi dans sa vie tout ce qui me plairait et en plus il a la même histoire que moi, ça veut dire que pour moi c'est peut-être pas foutu en fait, peut-être que si je fais comme lui je vais pouvoir m'en sortir de la même façon. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner. Et en ce qui concerne le début de moi, le début de Eric, le petit maigrelet, parce que moi là, je suis d'une morphologie très, très maigre, hein, j'ai jamais été en surpoids de ma vie, j'ai toujours été plutôt maigre, tout simplement, maigre et très fin et voilà, normal entre guillemets, enfin c'est ma définition de la normalité, parce que pour moi j'étais même pire que normal, j'imagine. Cette histoire de mes débuts en musculation, j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode 6 de ce podcast sur les lois de la prise de muscle. J'ai raconté en gros comment je suis arrivé dans la salle de musculation, je me suis inscrit, je me souviens je me suis inscrit dans la même salle que mon grand frère, parce que mon grand frère a 2 ans de plus que moi, et lui a toujours été, de mon point de vue, plus sportif, plus populaire, et voilà, lui il a fait de la voile, il a fait beaucoup de compétitions quand il avait 16 ans, et moi j'étais sur mes jeux vidéo, donc j'avais un petit peu l'impression que lui il avait une bien meilleure vie que moi, tu vois. Et du coup je suis allé dans la même salle que lui, etc. Bref, je racontais du coup que j'ai commencé là-dedans, je me suis inscrit à la salle et on m'a pas expliqué. Le mec qui m'a fait payer mon abonnement et qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire à la salle, moi je dis j'ai envie de gagner du muscle, j'ai envie de voir mes abdos, tu vois, c'était un petit peu à ça que ça devait ressembler sur les objectifs. Il m'a dit ok très bien, comme tout le monde, du coup je vais te filer un petit programme générique comme tout le monde, et puis quand on est débutant on va pas se mentir, un programme générique c'est sûrement très bien. C'est juste qu'il m'a pas expliqué les détails du truc. Comme je l'ai expliqué dans cet épisode numéro 6, il m'a pas raconté qu'en fait il fallait augmenter les poids, qu'il fallait s'améliorer, qu'il fallait pas juste venir machinalement faire les mouvements à la salle de musculation sans y réfléchir et que ça suffisait. Mais moi je pouvais pas savoir ça, enfin quand tu connais rien à la musculation, rien à la vie en plus, tu vois. Et ça tombe pas sous le sens. Je me suis pas dit c'est super, je viens et tous les jours je tire à la poulie mes 20 kilos pour mes tractions assistées et puis je vais devenir musclore, c'est génial. Enfin bref, tout ça pour dire que là on commence sur le chemin qui a été extrêmement long quand même de moi à la salle de muscu. Je vais continuer un petit peu là-dessus parce que ça fait... On arrive clairement sur la partie de l'histoire qui fait du sens au niveau de la confiance. Tu vas voir où je vais en arriver avec tout ça, mais je pense que tu t'en doutes un petit peu. Il n'empêche, je vais continuer mon histoire. Bref, je me suis entraîné tant bien que mal et j'avais pas trop de problèmes de régularité, de fréquence, tu vois. Il m'avait dit tu vois, pour avoir des résultats faut venir 3-4 fois par semaine à la muscu. Je dis ouais bon, de toute façon j'ai rien à faire de ma vie, je suis sûr que je peux me coucher plus tard et jouer et décaler mes jeux vidéo pour pouvoir faire un peu de muscu avant, tu vois. En plus tu vois, tu vas à la muscu. Tu vois, j'étais quelqu'un qui allait à la muscu, alors même si ça se voyait pas, et même si on me disait pas toi tu vas à la muscu, ça se voit. Non, ça m'a pris 3-4 ans avant que ça. Je me souviens, c'est vers la fin de mon lycée.
Et j'avais quoi, 18-19 ans, ouais, 19 ans, parce que j'ai redoublé la dernière année de mon lycée, mais ça c'est une autre histoire qui arrivera probablement dans un autre épisode. Vers la fin, j'ai redoublé, et puis là, voilà, ça aussi fait partie du boost de confiance en moi, parce que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats après 2 ou 3 ans, enfin mes premiers résultats, tu vois. C'est un grand mot, c'est-à-dire que j'ai changé un tout petit peu, je mettais des t-shirts un tout petit peu plus petits, tu vois. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est changer la taille de mes t-shirts, j'ai l'impression. Du coup, ça moulait un petit peu plus mes tout petits bras, et vu qu'il y avait quand même un tout petit dessin qui commençait à se faire après 2-3 ans à faire n'importe quoi, que tu vois, je commençais à être chaud. En plus, j'avais redoublé, et du coup, j'étais un petit peu plus âgé que les autres, vu que tous mes anciens potes étaient passés à l'université, typiquement. Après le lycée, c'est là qu'ils partent, si je me trompe pas, effectivement, ouais, peut-être je mélange un peu, parce qu'en Suisse on n'a pas les mêmes noms qu'en France, donc je mélange un peu, mais non, je crois que c'est bien ça. Du coup j'avais un peu la confiance à ce moment-là, je commençais à avoir un tout petit peu des muscles, mais ça m'a pris 2-3 ans. Et je sais pas si tu es au courant, mais quand on est complètement débutant, encore plus quand on est un homme adolescent qui est censé être bourré de testostérone et tout ce que tu veux comme état hormonal parfait pour prendre du muscle, et je peux te dire que c'était vraiment, vraiment nul. Hein. Ce que j'ai atteint en 3 ans, c'était ridicule, mais vu que c'était vraiment mieux que jamais, hein, parce que concrètement, j'avais jamais rien eu, je commençais quand même à un tout petit peu bénéficier de ça. Mais ça n'empêche que je me rendais bien compte que je ressemblais pas du tout aux mecs dans les magazines, je ressemblais pas du tout à qui que ce soit qui racontait son histoire sur internet dans les blogs que je lisais, comme quoi en 3 ans le mec était déjà riche et célèbre, tu vois. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, il me manque quelque chose, il y a des choses que j'ai pas bien compris. Du coup j'ai commencé à gentiment griffer la surface là, j'ai essayé de creuser un petit peu le raisonnement derrière tout ça, de remettre un peu en question ce que je croyais connaître et de me dire que en fait si ça fonctionne pas, c'est peut-être aussi parce que je fais peut-être pas les choses comme il faut, peut-être qu'il faut que je vienne plus, peut-être qu'il faut que je mange quelque chose de différent en fait, et c'est là-dessus que je suis parti. Malheureusement, tu vois, à nouveau, forcément, c'est de ça que j'ai appris et qu'aujourd'hui je suis content. Donc, est-ce que quelque chose est malheureux là-dedans ? Je pense pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à me renseigner là-dessus et j'ai entendu partout que moi je voulais des abdos, tu vois, et j'ai entendu partout, pour avoir des abdos, c'est ce que tu manges, il faut faire attention à ce que tu manges, c'est dans la cuisine que 80% de tes abdos, tu vas les trouver. Donc, je me suis hyper renseigné là-dessus, j'ai pas remis en question ma façon de m'entraîner. Par contre, c'est vrai que je faisais pas attention à ce que je mange. Et là, je me souviens, j'avais quoi, 18 ans, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai dû aller demander à ma mère, maman, en fait, tu vois, je fais du sport et j'aimerais bien que tu m'achètes plus de poulet et de choses comme ça. Et ça, je le vois en plus dans mes vidéos YouTube, dans les messages que je reçois, pas mal d'adolescents qui ont des problèmes parce que, oh Eric, comment je fais si c'est pas moi qui fais la nourriture et tout. Tu peux essayer de faire comme moi, peut-être, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû aller demander à ma mère et ça lui a pas plu du tout. Ça lui a pas plu du tout parce que tu passes un peu pour un obsédé et c'est exactement ce que j'étais au final, parce que pour résumer un petit peu le truc, il y a eu un combat à mener pour qu'elle m'achète ce que je veux, pour que ça devienne normal que le soir, quand on mange en famille, moi je ne me faisais pas la même nourriture que ma mère faisait pour les autres, tu vois. C'est quand même spécial dans une famille d'en avoir un qui fait pas comme les autres, qui veut manger ses propres trucs, etc. Donc tu vois, ça pose une dynamique, c'est pas forcément agréable du point de vue des parents de tout ça, mais j'ai quand même réussi à instaurer ça. Le problème, c'est que, tu vois, j'instaure ça, je passe pour le mec obsédé, j'ai même commencé à manger 6 fois par jour, parce que j'avais lu dans les magazines qu'il fallait manger 6 fois par jour pour brûler du gras et pour créer du muscle, et je ne sais quoi, des élucubrations de ce genre qui sont complètement fausses. D'ailleurs, comme j'en ai parlé aussi dans un épisode du podcast que j'ai déjà fait, mais c'est tout ce que je faisais. Je faisais tout ça, je commençais même à compter mes calories, mes macronutriments, mes protéines, mes machins, mais j'étais un petit peu dans l'idée que, si je veux avoir des abdos, il faut manger pas trop, comme ça tu peux genre sécher, puis on voit tes abdos. Le problème, c'est que quand tu sèches et que pour voir tes abdos et que t'as absolument pas de masse musculaire, mais ça ressemble à rien. De toute façon, tu termines en squelette. Encore plus du fait que si tu sèches, c'est pas facile de sécher et de maintenir toute sa masse musculaire, encore plus quand t'es complètement débutant et que tu sais qu'à moitié ce que tu fais, et donc t'as aucune chance de te retrouver dans un cas de figure où tu es satisfait visuellement à la fin, tu vois. Et du point de vue extérieur,
de ma famille, par exemple, ou même de mes amis, je suis le mec qui fait de la muscu 3 fois par semaine, qui mange son petit sandwich au beurre de cacahuète à 10h parce que c'est sa collation de 10h, tu vois. Et le mec n'a pas de résultat. C'est-à-dire que le mec fait ça pendant un moment, 1 an et demi, tout ça, 2 ans, plus. Et j'ai pas grand-chose à montrer en retour. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant de mon point de vue. J'ai pas l'impression de passer pour le mec le plus crédible. J'ai pas l'impression de savoir ce que je fais et comment est-ce que je peux en vouloir aux autres d'avoir la même impression, tu vois. C'est un petit peu là que j'en suis arrivé. Et donc, je vais gentiment couper court au supplice de la remémoration de ces super souvenirs qui, au final, voilà, m'ont quand même appris énormément de choses, hein, bien sûr. C'est probablement pour ça que j'en suis arrivé à la transformation mentale que j'ai eue au bout du compte, parce que si ça avait été extrêmement facile et évident, j'en aurais peut-être pas tiré la même chose, probablement pas d'ailleurs. Et j'en arrive à après 4 ans de musculation, j'ai 21 ans, je suis toujours un random, j'aurais envie de dire, je suis toujours un random. J'ai publié sur Instagram il y a très longtemps, quand j'ai commencé mon compte, une transformation entre guillemets entre 2012 et 2017. Et en 2012, j'avais 21 ans. Et je ne ressemble à rien, je ne ressemble pas à quelqu'un qui a fait de la musculation pendant 4 ans. Je te mettrai la photo dans les notes de l'épisode, comme ça tu peux aller voir si tu veux vraiment te rendre compte de là où j'en étais 4 ans après m'être entraîné. Je te mets ça sur ericflag.com/10. 10 comme le numéro de cet épisode et tu trouveras toutes les notes dedans. Mais voilà, bref, je me retrouve à 21 ans à ce moment-là. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris cette photo, parce que la photo que j'ai prise à 21 ans, c'est vraiment moi devant mon miroir qui fait une photo avant, parce que j'avais l'intention de faire une transformation, tu vois. Et au final, je suis très content, même si la transformation a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Il n'empêche que c'est à ce moment-là, à 21 ans, que j'ai découvert la vérité. Tu vois, le Graal s'est présenté à moi. Non, en fait, non, il s'est pas présenté à moi. C'est moi qui ai fini par encore remettre en question ce que je faisais et de creuser la question plus profondément. Et en plus, on va pas se mentir, j'avais 21 ans, on était du coup en 2012, c'était un petit peu, Internet s'était bien développé, les réseaux sociaux se développaient de plus en plus, il y avait plus de livres, il y avait plus de vidéos, il y avait plus de sciences disponibles qui présentaient les bonnes réponses à ces questions, parce que moi je m'étais basé sur des livres, sur des vieux mythes, tu vois, le livre qui me disait mange 6 fois par jour et puis c'est déjà bien, t'as déjà fait la moitié du travail. Et c'est pas exactement, il manque une partie, tu vois, il y a rien de bon là-dedans. Et j'ai fini par m'en rendre compte. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que mon entraînement, il puait. Tu vois, il puait, il sentait très mauvais. Je te dis les choses comme elles sont, mon entraînement était extrêmement mauvais pendant 4 ans, et c'est pour ça que j'ai pas eu de résultats. En plus du fait que je voulais faire une sèche, tu vois, en vrai j'avais tout faux. Ce qui n'empêche que ce que j'ai appris sur la nutrition pendant ces 2 ans à compter mes calories pour rien, j'en ai tiré beaucoup de choses après quand il a fallu les compter et puis savoir ce que je faisais en entraînement et en nutrition. Donc voilà, j'ai quand même appris de cela. Ce qui n'empêche, c'est qu'à un moment donné, j'ai enfin fini par comprendre que pour prendre du muscle, il ne faut pas faire des séries de 14 avec un poids ridicule, en se concentrant au maximum sur contracter et puis sur arriver à l'échec musculaire à la fin de la séance et de plus pouvoir bouger les bras tellement je les ai contractés et tellement j'ai fait des séries longues qui ont tétanisé avec l'acide lactique ou je sais plus quoi exactement ce que j'avais lu, comme quoi, ah oui, ça c'est très bien, il faut que ça soit... Non, on a fini par me dire, mais en fait, le secret, c'est de devenir fort. Le secret, c'est de devenir fort, c'est de soulever lourd, c'est de faire des séries courtes qui sont intenses, entre lesquelles tu vas te reposer 3-4 minutes de suite et pas seulement 60 secondes comme tu le faisais avant. Tu vas te reposer 4 minutes, tu vas avoir l'impression de rien faire. Tu te reposes 3 minutes, t'es même pas spécialement essoufflé. Mais en fait, c'est le principe. C'est parce que tu entraînes aussi ton système nerveux, tu entraînes aussi tes fibres musculaires à se contracter énormément d'un coup parce que c'est très lourd ce que tu leur donnes. Et voilà, je vais pas entrer plus dans les détails de comment s'entraîner correctement. J'en ai aussi parlé dans cet épisode numéro 6. Et très certainement que je ferai d'autres épisodes là-dessus. Mais bon, je peux en parler un petit peu dans mon expérience parce que c'est aussi de là que j'ai appris tout cela. Bref, à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner correctement. Je me suis fait un programme, j'ai trouvé un programme. Je suivais un blogueur à l'époque qui s'appelait Kinobody,
Peut-être ça parlera à quelqu'un, il fait toujours un peu des vidéos aujourd'hui sur YouTube, mais voilà, il est devenu assez commercial, bizarrement. Hein. Aujourd'hui, il vend... pendant très longtemps, il disait « Je ne prends pas de compléments, les compléments ça sert à rien », jusqu'à ce qu'il ouvre sa propre marque de compléments. Enfin, tu vois le genre de truc. C'est vrai que je me suis un peu désintéressé depuis longtemps. Et je suivais aussi Martin Berkane. Martin Berkane, c'est le mec à qui on crédite la popularisation du jeûne intermittent. Et ce mec, il avait un blog qui s'appelle Lean Gains, leangains.com. C'est un très vieux blog, très, très populaire. Le mec, en plus, le mec, c'est une machine, tu vois. Je crois qu'il est suédois ou norvégien, je sais plus exactement. Il est scandinave. Et puis, le mec, il est blond, il est fort, il est musclé, il soulève des trucs super lourds. Et en plus, il mange pas le matin. Et je me suis particulièrement inspiré de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la fois à m'entraîner avec un programme que j'avais trouvé sur un blog qui était largement suffisant parce qu'au final, c'est pas très compliqué. Tu prends le développé couché, incliné, les tractions, les dips, les squats, les soulevés de terre, les machins comme ça, et puis t'as pas, c'est pas une science extraordinairement incroyable que de trouver un programme efficace. Il suffit surtout d'avoir une bonne structure. Et c'est là que je me suis entraîné beaucoup mieux et que j'ai eu beaucoup de résultats très rapidement. Très rapidement, j'ai commencé à m'élargir le haut du corps, même mes cuisses, elles devenaient plus grosses, enfin tu vois, et même je commençais à prendre goût à parce qu'au début c'est pénible de soulever lourd, faire des squats lourds, des séries de 5 squats lourds, purée, c'est... j'ai souffert au début, mais bon, tu apprends à l'aimer quand tu sais que c'est le meilleur moyen pour avoir ce qui fonctionne. Et clairement, je me suis entraîné mieux, j'ai compris que quand tu es débutant, concrètement, en tout cas, pour une morphologie comme la mienne, peut-être que je ne ferais mieux de ne pas parler pour tout le monde, mais mon conseil la plupart du temps, quand tu es débutant, que tu n'as jamais fait de musculation, etc., et que tu n'es pas en surpoids, par exemple, ou que tu n'es pas particulièrement maigre, c'est le plus important, c'est comment tu t'entraînes. Parce que comment tu t'entraînes, si tu t'entraînes extrêmement bien lourd, et que tu en demandes beaucoup à ton corps, naturellement, tu vas vouloir manger un peu plus, naturellement, tu vas manger à ta faim, et si tu manges à ta faim, quand tu es débutant, c'est souvent largement suffisant. Sauf si vraiment t'as aucune notion de protéines et tout ça, et que tu sais pas que tu ferais bien de manger un peu de poulet ou de fromage ou de je ne sais quoi qui contient des protéines, normalement tu t'en sors déjà vachement bien. Et à l'inverse, si tu fais n'importe quoi à l'entraînement mais que ta nutrition elle est parfaite, tu as beaucoup moins de résultats là-dedans. Et c'est là que j'ai commencé à avoir tous ces résultats, que j'ai commencé à me voir m'élargir, me voir devenir plus fort, me voir devenir meilleur dans ce que je fais, à pouvoir enfin placer un résultat concret, évident, que ça soit moi dans le miroir, que ça soit d'autres personnes qui me regardent et qui me disent « Ah bah oui, toi tu fais de la muscu ». Finalement, 6 ans après, les gens se sont rendus compte, quand ils me regardent, ils se disent « Ah oui, bah lui il fait de la muscu, il a les épaules larges et puis voilà, il fait de la muscu ». Et du coup, c'est un fait. J'ai obtenu finalement cette reconnaissance et ce statut social du mec qui s'entraîne. Et bien sûr, voilà, à côté de tout cela, il y a eu d'autres choses, parce que là, je te fais un time-lapse, tu vois, je commence par te parler de mon enfance et ensuite je pars du côté sportif et j'y reste. Évidemment, à côté, j'ai eu mon lycée, j'ai terminé le lycée, je suis allé à l'université, etc. Mais tu vois, à 21 ans, quand j'ai enfin finalement compris tout ça, j'étais en première ou deuxième année d'université, quelque chose comme ça, tu vois, donc c'était tard. Et j'ai eu ma première copine quand j'ai redoublé mon lycée la dernière année, quand j'avais 18 ou 19 ans, j'ai eu ma première copine, je me souviens plus. Ça devait être juste avant mes 19, ouais, c'est ça. Donc tu vois, là où tous mes potes cool, tu vois, parce que mes potes geeks, c'était la même chose. Mais tous mes potes cool, c'est « Oh, moi, à 15 ans, j'ai déjà été avec 3 filles ». Alors, généralement, tu peux diviser ce qu'ils te disent par 4 ou 5, tu vois, pour avoir le vrai chiffre. Mais ça n'empêche que quand il tient la main à une meuf dans la cour de récré, bah, tu le crois, forcément. Et voilà, enfin bref, c'est pas vraiment la question, mais tout ça pour dire que à côté de tout cela, évidemment, j'ai mûri. Parce que j'ai eu beaucoup de résultats quand j'ai commencé à m'entraîner correctement à 21 ans, 21 ans, mais ensuite j'ai continué ça sur de longues années. Tu peux voir la transformation là dont je te parlais entre 2012 et 2017, eh bien c'est 5 ans. 5 ans à m'entraîner correctement et tu vois que y a une sacrée différence, on va pas se le cacher. J'étais assez content au bout de 5 ans à faire les choses correctement, d'avoir quelque chose de clair et net. J'ai réussi, j'étais content, j'ai enfin, après toutes ces frustrations, après toutes ces années d'expérience et d'expérience plus ou moins hasardeuses, j'ai enfin eu l'impression d'avoir compris, j'ai eu l'impression d'avoir eu ce déclic, le déclic de ça y est, j'ai compris comment ce game, comment cette histoire de prendre du muscle de tout ça,
comment ça fonctionne. J'avais enfin une preuve, quelque chose de concret, d'évident, d'irréfutable envers moi-même, que j'avais réussi et que j'arrivais à contrôler l'aspect de mon corps. Et clairement, j'avais fait plusieurs sèches, tu vois, parce que je me suis performé là-dedans, j'ai fait des sèches, j'ai découvert mes abdos. D'ailleurs, sur ma transformation, tu vois, en 2017, c'est juste après une sèche, bien sûr, c'est pour ça qu'on voit très bien les abdos, tout ça. Et j'avais vraiment l'impression que voilà, si j'ai envie d'avoir plus de muscles ici, bah, je sais comment faire. Si je veux avoir moins de gras ici, eh bien, je sais comment faire. Et tout cela, ça a fait naître en moi, petit à petit, bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a fait naître en moi une confiance en mes capacités et en moi qui était complètement inexistante auparavant, hein, comme je te l'ai fait. Voilà, c'est pour ça que je t'ai fait un petit peu tout le tableau, tu vois. Je suis pas parti du sommet et j'y suis resté. Non, j'ai l'impression d'avoir gravi le truc étape par étape, année par année. J'ai fait mon petit chemin. Bien sûr, ce n'est pas le seul chemin qui mène à la confiance et je reviendrai là-dessus après. Mais voilà, tout ça. Ça m'a fait réaliser que ce qui me paraissait impossible, parce qu'au début ça me semblait, tu vois, voilà, impossible, réservé aux autres, d'autant plus après 3 ans à me dire que j'étais encore loin d'être sur la couverture du magazine que je regardais, tu vois. C'était réservé aux autres, c'était en fait un rêve, c'était en fait impossible. Mais pourtant, un jour, j'y suis arrivé. Clairement, je ne pouvais plus me mentir non plus en me disant « Ah, Eric, c'est pas encore super ». Parce qu'évidemment, tu as cette phase où « C'est pas mal, je commence à avoir des bras et tout. Je commence à avoir des petites perfs à la salle, mais je peux faire encore mieux. » Au bout d'un moment, quand même, tu arrives à un stade où tu peux sincèrement être fier de toi et tu le sais. Et à partir de là, c'est là que tu arrives à ce déclic qui, moi, a mis à terre toutes ces barrières mentales que j'aurais pu me mettre pour d'autres choses à venir, tu vois. Parce que si j'ai réussi un truc qui me semblait impossible et réservé aux autres au départ, mais en fait, toutes les autres choses qui me semblent impossibles et réservées aux autres aujourd'hui dans la vie, est-ce que je me tromperais pas à leur propos également ? Est-ce que en fait je viens pas d'abattre toutes les barrières dans ma vie et ouais, la définition de impossible a été modifiée. Clairement, et ça m'a permis de réaliser l'étendue en fait des possibilités qui s'ouvrent à moi. Si tout est remis en question, ça veut dire que rien n'est hors de question quelque part avec tout ça. Et ça, c'est un petit peu une épée à double tranchant. Et c'est la leçon que j'en tire aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve intéressant d'ailleurs comme concept, c'est que c'est à la fois extraordinairement puissant de réaliser en fait que peut-être tu peux tout réussir, que probablement en fait tu peux tout réussir si tu as déjà réussi quelque chose d'impossible. Mais à la fois, tu vois, c'est à la fois puissant, mais c'est à la fois très effrayant. Très effrayant. Pourquoi ? Parce que le choix qui s'ouvre à toi, tous les choix, toutes les décisions qui s'ouvrent à toi sont quelque part infinis. Tu vois, tu as tellement d'options finalement qui se sont ouvertes que tu ne sais pas quoi faire. Et il y a un certain sentiment, alors je n'ai pas vraiment de nom pour ça, mais j'ai appelé ça une sérénité accablante, tu vois, qui est créée. Alors c'est difficile de poser des mots dessus honnêtement, mais voilà, c'est un mélange de fierté personnelle que personne ne pourra jamais t'enlever, et d'un sentiment un petit peu effrayant et de remise en question de toutes les limites que tu croyais qui étaient les tiennes. Alors oui, tu as réussi à faire ça, c'est très bien, tu peux en être fier, mais comment est-ce que maintenant, si j'ai réussi à faire ça, que j'en suis fier, comment est-ce que je peux justifier à présent que je ne peux pas faire autre chose ? Comment est-ce que lorsqu'un problème arrive devant moi, dans ma vie, dans mon quotidien, comment est-ce que je peux justifier vis-à-vis de moi-même que je ne peux rien y faire, que c'est impossible, que c'est hors de question, tu vois ? Parce que voilà, malheureusement, tu peux plus y croire à ça. Donc soit tu trouves une autre excuse, soit tu t'épargnes en fait ce discours intérieur de justification et tu t'y mets et tu essayes d'attaquer le problème ou le challenge qui s'ouvre à toi. Voilà, je pense que le message que je voulais faire passer est peut-être gentiment passé. Je vais encore revenir un petit peu sur quelque chose, c'est que voilà, moi, c'est comme tu l'as bien compris, c'est transformer mon corps qui a été le déclic. Mais je suis sûr que ça peut venir d'autres choses. Et là, c'est encore plus parce qu'évidemment, pendant que je te raconte tout ça, tu m'écoutes à moitié en train de faire autre chose. Ah cool, Eric, il parle de sa vie, c'est super. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Peut-être que tu as pu te faire une propre piste toi-même, ne serait-ce qu'en te disant que si moi je l'ai fait comme ça, bah, ça doit pouvoir marcher pour d'autres personnes et j'en suis sûr.
Mais à mon avis, il y a clairement d'autres façons de le faire. En fait, en vrai, ce que tu veux, c'est te donner une preuve à toi-même que tu peux réussir à accomplir quelque chose de concret. C'est pas quelque chose que tu peux acheter, que tu peux voler, que tu peux trouver par terre ou même dont tu peux hériter complètement. C'est un truc vraiment, t'as dû te battre pour l'avoir. Ça peut être dans le sport, hein, comme je l'ai fait moi, ça peut être dans l'art, ça peut être dans les études, ça peut être dans le travail, j'en suis sûr. L'avantage du sport, quand même, je suis obligé de le noter, c'est qu'il y a assez peu d'incertitudes qui soient crédibles au départ. C'est-à-dire, pour illustrer ça, si tu fais des pompes, tu es sûr et certain que ça a un effet positif sur ton corps, parce que tu en es convaincu toi-même, parce que c'est une preuve que voilà, tu vois, ça, j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens. Pourquoi ça tombe sous le sens ? Parce que voilà, c'est le cas, ça a été prouvé de maintes et maintes fois, même les médias, tout le monde est d'accord pour dire que faire du sport c'est une bonne chose et que clairement, voilà, si au bout de 2 semaines tu fais plus de pompes qu'avant, eh bien c'est indéniable, tu as progressé. Si tu essayes d'obtenir ce déclic dans quelque chose d'autre, où il y a moins de certitude, par exemple l'entrepreneuriat, évidemment que de réussir à monter une énorme boîte, ça va te donner une sacrée confiance, je pense, dans ta vie. Par contre, on est bien d'accord qu'il n'y a pas vraiment cette certitude au départ. Les décisions que tu fais au début, t'es jamais certain que c'est la bonne décision, tu le sauras sûrement jamais pour la plupart d'entre elles. Pour les études, voilà, normalement, si tu travailles plus longtemps, c'est bien, tu devrais avoir plus de résultats. Mais la façon dont tu travailles, comment est-ce que tu travailles est aussi importante et même est tout autant importante dans l'équation. Et forcément, un mauvais système, que ce soit pour les conditions dans lesquelles tu révises ou encore même le système de ton programme d'entraînement. On l'a vu avec moi, hein, faire du sport, c'est bien, mais le faire n'importe comment, tu patauges, t'as pas de résultat et tu termines comme moi à attendre 6 ans avant de comprendre un peu ce qui se passe. Eh bien, c'est pour ça que le système, c'est tout aussi important que le domaine dans lequel tu te lances. Et pour avoir un bon système, c'est pas en planifiant le tout depuis son lit pendant des jours et des jours en se disant ok, je vais planifier le meilleur business plan pour mon entreprise, je vais planifier le meilleur calendrier hebdomadaire pour mes révisions, je vais planifier le meilleur entraînement du monde pour prendre du muscle. Au bout d'un moment, très 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 rapidement, le seul moyen de tester tout ça et de parfaire ton système, c'est de te lancer. C'est tout simplement de passer à l'action. Moi, c'est comme ça que j'ai pu améliorer mon système d'entraînement. C'est en le révisant encore et encore au fur et à mesure des années. C'est comme ça que j'ai amélioré aussi ma façon de travailler pour l'université, pour réussir mes examens, etc. Ou même pour gérer mon business aujourd'hui, créer des vidéos efficacement. Je peux t'assurer que créer des bonnes miniatures, tout ça, et la liste est très très longue et sera gardée pour un autre épisode. Ça s'apprend sur le terrain en plus. Il n'y a même pas vraiment de plan de livre sur comment faire ça. Donc aujourd'hui, il y en a. Pour ce qui se concerne le sport, il y a plein de livres pour les études, il y a plein de choses que je pourrais recommander. Cependant, le dénominateur commun de tout ça, de toutes ces améliorations, c'est le passage à l'action au tout début, qui est aussi né de la confiance en le succès de ses actions. Et donc, voilà, c'est plus évident et prédictible dans le sport. Tu sais que si tu fais des pompes, ça va fonctionner. Mais tu sais quand même au fond de toi que si tu commences jamais à faire les pompes, il ne va jamais rien se passer. Voilà, j'espère clairement que cette histoire, que tout cela, que cette conclusion, je sais pas exactement si j'en suis parfaitement arrivé au point de conclusion que je visais, mais vu que je n'ai pas préparé grand chose pour cet épisode, je vais m'arrêter là, tu vois. J'espère que le message est passé, j'espère que ça a pu t'apporter quelque chose cet épisode. Moi, ça m'a bien plu, je t'avoue, de parler de ce genre de choses. J'ai quelques autres sujets qui sont prévus à propos de mes études, de mon entrée dans l'entrepreneuriat, de mon parcours scolaire, de comment j'ai tiré tout ça, comment j'ai commencé YouTube aussi, bien sûr, mais ça, on y arrivera chronologiquement un petit peu, probablement. Je me réjouis éventuellement de pouvoir partager ces prochains épisodes si ça te plaît. Si tu as des notes, des commentaires à propos de celui-ci, n'hésite pas, ericflac.com/10, il y a une petite section commentaires tout en bas de la page où tu peux me laisser un commentaire écrit. Et sinon, sur ericflac.com/podcast, tu as un petit outil audio auquel tu peux me laisser une question par message vocal. Justement, ces questions, soit je voulais y répondre dans des épisodes uniques, en regroupant les thématiques, soit je voulais répondre à 1 ou 2 questions à la fin de certains épisodes de monologue, comme celui-ci.
Alors là, l'épisode est assez long, et puis par rapport aux quelques questions que j'ai déjà reçues, il n'y en a pas énormément qui sont particulièrement sur ce sujet, j'en ai reçu plus à propos de YouTube et tout ça, et j'y répondrai en temps voulu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, n'hésite pas non plus, parce que ta question pourrait se retrouver dans un épisode, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et ça peut très bien être une question sur un épisode que tu as déjà écouté, hein, évidemment, que ça soit une interview, ou bien un épisode où je blablate pendant 40 minutes, ou je ne sais pas combien. Voilà, je vais m'arrêter là, on se retrouve jeudi prochain pour une interview, je pense essayer d'alterner un petit peu les deux, tu vois, une semaine monologue, une semaine interview. On va voir comment ça se passe, je compte sur ton feedback, et tu peux aussi me le laisser sur iTunes, hein, si tu veux laisser un petit commentaire et tout ça, c'est super cool et ça aide le podcast. De toute façon, même si tu n'aides pas le podcast, même si personne ne l'écoute, je pense continuer parce que j'aime bien. Ça m'entraîne à parler, ça m'entraîne à me libérer d'un script. Et tu vois, il faut que je m'arrête parce que purée, je parle et je parle. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode, le numéro 11. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.